Cathy en keynote. Oui, bonjour à tous. Bonjour Cathy, comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Très bien. Alors en fait, on est tous ensemble. Je pensais vous avoir seulement en keynote, puis on a les autres panélistes, donc ça me fait plaisir. Donc ce que je vous propose de faire dans un premier temps, Cathy, c'est je vous donne la main pour que vous fassiez votre keynote. Je vous ai déjà présenté, je ne sais pas si vous étiez en ligne, mais vous pouvez le refaire si vous n'y étiez pas. Et après, je donnerai la main au modérateur, hein, qui n'est pas encore sur scène, afin d'introduire les autres panélistes de cette conférence. Est-ce que ça vous va? Parfait. Alors, je vous donne la main, Cathy. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, je suis désolée de ne pas être présente physiquement, mais heureusement, avec l'évolution des technologies, j'ai le plaisir d'être avec vous en vidéo et par le cœur, en tout cas, avec tous ceux qui sont présents dans la salle. Donc on m'a demandé effectivement aujourd'hui d'aborder les questions du mobile money. Je pense que ça va introduire effectivement le panel qui va avoir lieu après. Exercice difficile s'il en est. Donc, je vais tout de suite essayer donc de vous partager mon écran. Ah, je ne peux pas. Vous m'avez bloqué sur le partage d'écran. Alors, ils savent le faire, ils vont le faire, je pense. Il vous faut attendre, patienter quelques secondes. Voilà, il faut juste me donner la main. Ça arrive. Normalement, c'est bon. Parfait. Donc, est-ce que vous voyez Très tous bien, mon écran? très bien. Alors, je ne sais pas si vous le voyez en mode déroulé ou si vous le voyez en mode d'écran, parce que c'est peut-être Non, plus en mode simple déroulé pour l'instant. en affichage. Voilà, parfait. Comme Très ça, bien, c'est bon? très bien. Super. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'effectivement, on va parler du mobile money sous l'angle de l'environnement réglementaire. Alors, on a mis un complexe avec un point d'interrogation. On va essayer de répondre à cette question ensemble. Alors, tout d'abord, les évolutions ces dernières années du mobile money, qu'est-ce que c'est? Le mobile money, c'est un vocable qui recouvre différentes notions. Euh, L'idée derrière cette notion, c'est de faire référence en fait vraiment à tout ce qui est envoi d'argent mobile, et le mobile étant le support qui va permettre de stocker des fonds, de recevoir des fonds ou de les transférer à d'autres personnes. Il y a une explosion du mobile money depuis un certain nombre d'années, et particulièrement sur le continent africain, également parce que ça participe de la bancarisation, de la financiarisation de la population. C'est souvent le premier point d'entrée dans la sphère financière. Les tendances du mobile money dans le monde, on le voit, donc j'ai mis un graphique qui montre effectivement ces dernières années une évolution exponentielle de l'utilisation du mobile money avec une différence certaine entre le développement qu'on peut constater en Afrique notamment versus le développement du mobile money qui reste encore très mitigé en Europe. Donc un vrai gap ces dernières années du mobile money sur le continent africain. Comment expliquons-nous ce gap? Tout simplement parce que l'utilisation de la monnaie électronique et du mobile money et des services numériques via mobile d'une manière générale euh, porte de nombreux intérêts pour le continent. Un intérêt, je l'évoquais précédemment, d'inclusion financière, euh, également un nouvel outil pour permettre d'améliorer la connaissance client, le scoring des clients. Également un outil qui va servir en matière de traçabilité et de lutte contre le blanchiment d'argent, puisque dès lors qu'on dématérialise un flux d'échange, eh bien on va en améliorer sa traçabilité par opposition au flux d'argent cash, espèce. Et puis la sécurité,
puisque là encore, on n'a pas à transporter des billets sur soi, de l'argent fiduciaire sur soi. On va pouvoir très simplement le transférer par voie électronique. Et cela se traduit par différents usages, l'achat de crédits téléphoniques, le paiement de factures, de consommation d'eau, de paiement de courses, le transfert entre particuliers bien sûr, le règlement auprès des administrations pour le paiement des microcrédits également, la microassurance et les paiements transfrontaliers donc sur la zone, voire au-delà en fonction des réglementations donc au niveau international. Beaucoup d'opportunités sont permises avec le mobile money. Donc dans la financiarisation, dans la facilitation des opérations de paiement, dans le renforcement de l'information également, qui permet un meilleur suivi du solde et des finances de chacun, de son panier de dépenses, qui permet de proposer de nouveaux services et de simplifier également la gestion des incidents pour des opérations qui ne sont pas contestées, qui seraient contestées et que l'on veut donc reporter, et plus globalement une réduction des coûts de traitement et de traçabilité des opérations. Mais dès lors qu'on parle de mobile money, on va devoir affronter une imbrication de réglementations différentes qui vont trouver à s'appliquer. Les réglementations sur les services financiers et monnaie électronique, évidemment, puisque quand on parle de monnaie, on parle de paiement et donc de réglementation bancaire et financière. La réglementation télécom également, puisque mobile monnaie, c'est mobile, réseau mobile, télécommunications. La réglementation anti-blanchiment et fraude, sur les opérations, mais également les réglementations relatives à la protection des données personnelles des utilisateurs, des données transactionnelles. On peut rajouter à cela les réglementations spécifiques sur la preuve électronique, puisqu'on va payer avec son mobile money. Comment se ménage-t-on la preuve de la réalité de la transaction? Et puis encore plus globalement, les réglementations en cybersécurité, donc comment on sécurise cette chaîne qui va partir de l'utilisateur du mobile jusqu'à l'exécution complète de la transaction et qui, pour ce faire, va utiliser les réseaux téléphoniques, va ensuite être transmis à un établissement bancaire et financier ou monnaie électronique. Tout cela en garantissant la sécurité des informations et de l'ordre de transaction qui aura été transmis. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas une réglementation du mobile money, mais une multitude de réglementations complémentaires qui vont s'imbriquer les unes aux autres. De ce fait, la réglementation est un des enjeux majeurs du développement du mobile money en Afrique. Pourquoi? Parce que la réglementation, elle va définir l'accès au marché. Je le disais quand j'évoquais donc la réglementation bancaire et financière, on a vu l'émergence d'une nouvelle réglementation pour définir un nouveau type de paiement via de la monnaie électronique. Une réglementation qui a été mise en place dans la zone UEMOA, par exemple, qui va définir ce que constitue cette activité de monnaie électronique, qui va la définir en expliquant qu'effectivement, c'est une création de valeur monétaire émise par un établissement émetteur qui va être stockée sous une forme électronique, sur un support magnétique ou sur un compte électronique, et qui va être utilisée en paiement auprès de tiers. Donc, un effort d'adaptation de la réglementation pour identifier ce type de paiement. Alors, j'ai pris l'exemple de la zone UEMOA, j'ai mis également l'exemple du Kenya, par exemple, et on voit que là encore, les critères de définition de la monnaie électronique sont peu ou prou les mêmes, puisqu'on fait de nouveau référence à une notion de prépaiement, à une notion d'utilisation de ce mobile monnaie pour effectuer des opérations de paiement, à la forme sous laquelle cette monnaie électronique va être stockée, sur le fait que c'est une créance sur l'émetteur et également que cela va être accepté par des tiers. Donc on voit, alors même que le développement du mobile monnaie est très différent au Kenya
par rapport à la zone UMOA dans son ensemble, le Kenya étant un des pays précurseurs dans le développement du mobile money. Quand on regarde ces simples définitions, on se dit finalement, on a un cadre réglementaire qui est assez proche puisque les définitions sont proches. Évidemment, ça serait trop simple si on s'arrêtait là. On a effectivement la notion même de monnaie électronique est semblable, mais il convient ensuite d'aller voir ce qui se passe du côté des statuts. Finalement, est-ce que la réponse à notre interrogation sur les impacts de la réglementation se trouve là? Alors, si on regarde ce qui est prévu en termes de statut dans la réglementation de la zone UMOA, on va voir qu'on va expliquer qui a le droit de proposer du mobile money, de la monnaie électronique. Donc, un certain nombre d'émetteurs, évidemment les banques, les établissements bancaires et financiers, et les nouveaux établissements de monnaie électronique, donc des établissements dédiés à l'émission de monnaie électronique. Là encore, dans la réglementation de la zone, on va définir ce qu'est ce fameux établissement de monnaie électronique qui, par donc définition, n'est pas une banque, et ce qu'il va être autorisé à proposer comme service. On va trouver également une notion de distribution de la monnaie électronique, et c'est une notion qui est importante puisque la distribution, c'est le point d'accès dans le village avec l'utilisateur du mobile money, c'est ce point d'entrée. La distribution en tant que telle est définie effectivement dans la réglementation comme la possibilité de charger et de recharger contre de l'argent qu'on va remettre pour obtenir de la monnaie électronique. Et cette réglementation de la zone UMOA, elle prévoit une reconnaissance mutuelle, une sorte de passeport qui permet, lorsqu'on est autorisé dans un pays, de proposer ces services dans un autre pays de la zone UMOA. À côté donc de cette notion d'émetteur et de distributeur, la réglementation de la zone définit également qui peut être distributeur et à quelles conditions. Donc, qui est autorisé à distribuer la monnaie électronique pour le compte d'un établissement, avec une série d'obligations qui vont être mises à la charge de ce distributeur qui doit effectivement se conformer aux obligations qui vont lui être imposées par l'établissement de monnaie électronique, mais également par la réglementation. La différence, c'est que les distributeurs n'ont pas à être agréés par la Banque centrale en tant que telle. Ils agissent sous la responsabilité de l'établissement de monnaie électronique ou de la banque et vont, selon les cas, devoir être déclarés ou enregistrés auprès de la Banque centrale. Avec une spécificité sur la monnaie électronique, puisqu'effectivement, s'agissant par contre des transferts de fonds internationaux, ces licences monnaie électronique ne sont pas suffisantes et restent réservées aux établissements bancaires de crédit. Et si on regarde du côté du Kenya, on voit que là aussi, on fait référence aux mêmes notions. L'émetteur de monnaie électronique, ça peut aussi être une banque ou une institution financière, que l'émetteur de monnaie électronique, c'est aussi la notion que l'on va retrouver. Cette notion d'agent, de distributeur, on la retrouve là encore dans la réglementation. Et donc, on peut constater que si on illustre avec ces deux types de réglementation, parce qu'on n'a pas le temps de le faire pour toutes, mais que globalement, en fait, sur les concepts, on a quand même une certaine harmonisation des réglementations qui est mise en place. Et donc, ces différents statuts, ces différents échelons entre la banque, l'établissement spécialisé monnaie électronique, donc émetteur de monnaie électronique, l'agent ou le distributeur de monnaie électronique suivant le pays, vont être les statuts dans lesquels on va pouvoir faire rentrer les fintechs, les opérateurs télécoms, et bien souvent, avec une multiplication de maillons, on va avoir plusieurs intervenants sous plusieurs casquettes, des distributeurs, des sous-distributeurs, des agents, des réseaux complets qui vont évidemment reposer sur plus de maillons que de simples maillons. Donc, si la différence dans les réglementations ne porte pas sur ces statuts, sur quoi porte-t-elle? Eh bien, il faut aller plus loin, il faut rentrer dans le dur du sujet et s'interroger plus sur, finalement, quelles sont les conditions d'entrée pour pouvoir bénéficier de ces statuts. Et c'est là
ou peut-être se trouve le début de la réponse. Je vous ai mis un élément illustrant ce qui va être demandé, par exemple, dans un dossier d'agrément, établissement de monnaie électronique. Donc, évidemment, il va y avoir des conditions sur la forme de la société, des conditions d'honorabilité, donc sur qui peut diriger ce type de société, une nécessité d'être établi sur le territoire, évidemment communiquer sa liste de distributeurs, présenter dans le détail l'activité de mobile monnaie, de monnaie électronique qu'on veut proposer, présenter la solidité financière du projet, donc un historique pour les sociétés existantes et puis un prévisionnel pour l'activité mobile monnaie, renseignements sur les actionnaires et également décrire la gouvernance. La gouvernance qui va être mise en place au sein de l'établissement, également des exigences de capital social initial minimum. Donc là, par exemple, 300 millions de francs CFA qui doivent être libérés avant même de pouvoir commencer à exercer l'activité. Donc déjà, il faut arriver à réunir ces critères, à satisfaire ces critères. Mais au-delà de ces 300 millions de francs CFA de capital social initial, vont se rajouter des exigences de capitaux propres qui, eux, vont être calculés en fonction de la monnaie électronique qui va être mise en circulation, de ce qui va être émis, de l'argent qui va circuler dans ce réseau mobile monnaie. Il va falloir présenter l'ensemble des contrats mis en place avec les différents partenaires techniques, opérateurs télécoms, avec les banques. Il va falloir mettre en place un partenariat avec une banque qui va être chargée de protéger les fonds des utilisateurs, donc une sorte de compte de cantonnement, de compte séquestre, mettre en place un dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et contre la fraude, le contrôle interne, donc des exigences qui sont assez lourdes et qui nous rappellent évidemment les exigences demandées pour des banques, alors qu'on est sur des activités un petit peu différentes. Alors, j'ai illustré particulièrement donc, sur 3 points, souvent qui sont présentés comme des freins à l'entrée pour les nouveaux acteurs sur ce type d'activité. Les exigences, je le disais, du capital minimum à mobiliser avant de pouvoir intervenir dans une offre de mobile monnaie, les exigences de reporting qui vont devoir être faites aux autorités et la protection des fonds. Alors pourquoi j'ai illustré avec ces 3 critères? Parce que souvent, effectivement, arriver à réunir les fonds propres, c'est compliqué. Décrire dans le détail les procédures qui vont être mises en place et avoir des effectifs adéquats pour la mise en œuvre et le contrôle de ces procédures, c'est aussi un ticket d'entrée qui peut être plus ou moins complexe suivant le niveau d'exigence que va prévoir la réglementation. Et de même, la protection des fonds qui impose que cet argent soit cantonné auprès d'une banque va poser d'autres questions puisqu'il va falloir que l'établissement de monnaie électronique, par exemple, qui veut proposer une offre de mobile monnaie, arrive à convaincre une banque de lui ouvrir ce compte dédié pour le cantonnement de son activité. Et si je fais référence au droit au compte, c'est parce que justement, on voit que dans certains États, une sorte de droit au compte pour ces établissements a pu être nécessaire pour permettre aux établissements de monnaie électronique tout simplement d'arriver à ouvrir ces comptes bancaires nécessaires à leur activité auprès des banques. À côté de ce gros volet lié à l'accès au marché, donc quel statut on peut avoir, il va y avoir l'autre corps de règle qui va trouver à s'appliquer par rapport à la souscription des services qui va être liée à ce qu'on appelle la connaissance client dans le cadre de l'entrée en relation. On est sur des services de paiement. Cette opération et vérifier les informations qui ont été communiquées sur base de documents probants pour ensuite, dans le cadre du contrôle des opérations de mobile monnaie, procéder à les déclarations de soupçons lorsqu'on soupçonne qu'il y a une tentative de blanchiment ou de financement du terrorisme. Et suivant la façon dont la réglementation va poser ces exigences,
c'est-à-dire suivant le niveau de détail et de documents justificatifs, de renseignements qu'elle va demander, on peut avoir une difficulté complémentaire d'accès au marché. Par exemple, pour les personnes qui ne disposent pas de titre d'identité, qui ne disposent pas de carte d'identité, si on a mis dans la réglementation comme point d'entrée sine qua non à une offre de mobile monnaie que le client doit avoir présenté une carte d'identité, eh bien, tous ceux qui n'ont pas de carte d'identité ne pourront pas accéder aux mobile monnaie. Et donc là, c'est bien un frein qui a été mis en place par la réglementation. Et donc, comment la réglementation peut répondre à cette spécificité? Eh bien, en trouvant des mécanismes et en permettant des mécanismes complémentaires qui vont satisfaire le même objectif. Si je ne peux pas communiquer ma pièce d'identité, peut-être que je peux mettre en place la communication d'autres documents justificatifs. Je peux remplacer par une lettre du chef du village qui atteste de mon identité. Ou alors mettre en place des procédures d'enrôlement et de développement de la carte nationale d'identité dans le pays. Et ça, c'est la réglementation qui, suivant la façon dont elle est rédigée, va pouvoir permettre cette souplesse ou au contraire l'empêcher et devenir un frein. Également, sur l'entrée en relation, une difficulté complémentaire, c'est de faire respecter en pratique les mesures d'identification. Même quand on a prévu cette obligation d'identification, eh bien, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de situations dans lesquelles cette vérification ne va pas pouvoir être mise en place matériellement et particulièrement, par exemple, au moment de la délivrance de la carte SIM, alors qu'on sait que un des moyens d'identification dans le cas des offres de mobile monnaie, c'est également de lier à la carte, de lier le service à la carte SIM du client. Donc là aussi, le rôle de la réglementation va être de trouver une proportionnalité des règles et des contrôles qui vont être mis en place en fonction de la réalité du risque. Le mobile monnaie ne présente pas le même risque que d'autres produits bancaires et financiers. C'est un produit simple, donc il faut que la réglementation s'adapte et prévoit des exigences beaucoup plus souples pour arriver aux mêmes objectifs et adaptées à la réalité spécifique du pays en termes de titre d'identité. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est qu'on ne peut pas faire du copier-coller d'un pays à un autre, d'un continent à un autre sur ces domaines-là. Il faut vraiment, quand la réglementation veut favoriser le développement de cette bancarisation par le mobile monnaie, eh bien, s'adapter aux réalités concrètes du terrain, de ce qui est possible ou de ce qui n'y est pas sur son territoire. Également, un autre aspect va tenir à la structuration commerciale et au rôle qui vont être dévolus aux agents, aux distributeurs, donc ceux qui n'auront pas eux-mêmes la licence d'établissement de monnaie électronique ou de banque, mais qui interviendront dans le cadre de la chaîne de paiement par un partenariat, un mandat qui va être délivré par une banque. Et donc ça, c'est les schémas qu'on voit classiquement, hein, soit un groupe bancaire qui est autorisé à fournir ces services-là, qui va passer un partenariat avec d'autres opérateurs ou agents ou opérateurs télécoms pour proposer le service donc sur le genre de structuration. Et là aussi, selon ce que va avoir prévu la réglementation, on va imposer soit de simples enregistrements, de simples déclarations ou au contraire des enregistrements de ces partenaires, de ces réseaux. Ces enregistrements peuvent avoir aussi une portée différente. On peut, dans certains cas, demander simplement les déclarations et l'enregistrement d'une tête de réseau, par exemple dans un opérateur télécom, de déclarer un réseau, mais pas forcément chacune des boutiques, ou à l'inverse, d'aller jusqu'à déclarer chacune des boutiques. Demander des informations qui peuvent être plus ou moins poussées sur l'identification de chacun des détenteurs du réseau de distribution.
sachant qu'effectivement, c'est toujours la banque ou l'établissement de monnaie électronique à l'origine de l'offre mobile monnaie qui va rester responsable d'un point de vue réglementaire vis-à-vis du client et qui doit donc cadrer correctement ses obligations et ses responsabilités vis-à-vis de ses partenaires, agents et distributeurs. Et dans l'encadrement de la relation, il va y avoir un certain nombre de points à prévoir et qui là aussi vont dépendre du niveau d'exigence et de détail qui sera prévu dans la réglementation. Généralement, on retrouve des obligations d'audit, de permettre aux banques centrales de venir vérifier chez le distributeur, chez les partenaires, comment ils ont intégré comment ils participent à la distribution de monnaie électronique et comment la remontée de l'argent est sécurisée. Des obligations de formation également de son réseau de distributeurs et de partenaires, particulièrement en matière de lutte contre le blanchiment, et une traçabilité des opérations avec un journal des opérations qui peut, suivant le cas, être mis en place, donc un certain nombre de dispositions qui vont trouver à s'appliquer. Évidemment, là aussi, ça va avoir des conséquences sur le type d'agents qui vont être admis en fonction de la qualification qui va être demandée, des compétences et des modes de contrôle qui vont être mis en place. On va avoir des régimes plus ou moins souples ou plus ou moins contraignants. De la même manière sur l'enregistrement ou les déclarations. Et enfin, sur le type d'activité, donc sur la liberté, la marge de manœuvre que vont avoir ou pas ces agents, ces distributeurs, ces partenaires dans le cadre de l'offre du service. Évidemment, plus ils vont avoir de marge de manœuvre, plus il faudra appliquer des contrôles forts sur ce qui est exécuté. Et si on devait illustrer encore un autre exemple, en matière de mobile monnaie, on est obligé d'évoquer évidemment la question de l'interopérabilité, puisque là aussi, quand on souhaite développer une offre de mobile monnaie sur un territoire, il faut arriver à mettre en place une interopérabilité des différents intervenants de la chaîne pour permettre d'avoir la possibilité d'envoyer et de recevoir de l'argent d'un réseau à un autre. Donc sur ce sujet-là, ça peut être par des accords bilatéraux ou multilatéraux entre des opérateurs téléphoniques, enfin entre plusieurs opérateurs téléphoniques et des banques qui se mettent d'accord pour adapter leur système et mettre en place une interopérabilité. Donc ça, c'est quand l'interopérabilité provient du marché lui-même, ou alors via des impulsions réglementaires. Par exemple, le projet régional d'interopérabilité mis en place par la BCEAO à travers sa plateforme monétique du GIM UMOA. Alors, vous l'aurez compris, j'ai donné juste quelques exemples, mais si on devait synthétiser, on dirait qu'effectivement, la réglementation elle a un rôle primordial. Parce qu'à chaque fois, en face d'un enjeu de développement du mobile monnaie, il va y avoir un corps de règles spécifique, une réglementation spécifique qui va se trouver en face, et la façon dont on va définir cette réglementation va avoir un impact extrêmement important sur la façon dont le marché va permettre le développement ou pas du mobile monnaie. Par exemple, l'accès au marché, je le disais tout à l'heure, eh bien, l'entrée au marché, l'accès au marché, qu'est-ce qui le régule? C'est les conditions d'agrément, d'autorisation et de licence qu'on va mettre en place. Donc, suivant la flexibilité qu'on va permettre sur ces régimes d'agrément, d'autorisation, de licence, eh bien, on va mettre en place un régime favorable. À l'inverse, si on met un régime d'agrément ou d'autorisation ou de licence qui est trop lourd, évidemment, on bloque l'accès au marché. La simplicité de souscription au service, c'est ce qui va faire l'adhésion des utilisateurs de mobile monnaie. Il faut que ça soit simple pour qu'on puisse le proposer massivement à la population. Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, aux obligations en matière de lutte anti-blanchiment et de preuves électroniques qui doivent permettre une certaine souplesse pour justement ne pas être un frein. La gamme des services disponibles, puisqu'effectivement on rentre dans des services réglementés, eh bien, comme vous le savez, la réglementation définit chaque type de service. Alors, plus on est spécifique, moins on laisse de marge de manœuvre à l'innovation. Plus on essaye de définir des grands principes, eh bien, plus on va laisser de marge de manœuvre à l'innovation.
les modalités opérationnelles et de facturation qui vont être mises en place, ça aussi, ça va dépendre de la réglementation et de ce qu'elle va prévoir, notamment en matière de protection du consommateur, des obligations d'information précontractuelles, post-contractuelles, sur la facturation, les modalités de facturation, ce qu'on peut facturer ou pas, quand est-ce qu'on applique des frais ou pas. La réglementation va jusque-là. La structuration commerciale, je ne m'étendrai pas parce qu'on vient d'en parler, des réseaux d'agents, distributeurs, partenariats, ce que prévoit la réglementation sur ces volets-là, et l'architecture technique et l'interopérabilité, là aussi, ça va dépendre des réglementations et de la normalisation qui va être mise en place en matière d'infrastructure et de normalisation technique. Alors Cathy, est-ce que vous m'entendez? Oui. Peut-être, je ne sais pas si vous arrivez à la fin de votre keynote. J'arrive à la fin, justement. Ah, très bien. C'est pour laisser un peu de temps aux autres. Je vous laisse terminer alors. Voilà. Et donc, juste pour terminer, je voulais illustrer avec un exemple résultant de la crise Covid. Vous le voyez, il y a eu un enjeu, il était important de remplacer, de développer, de permettre le mobile money pour réduire le paiement cash, puisque le transfert, la remise d'argent physique impose un contact proche entre les personnes et donc augmente le risque de contamination. Et vous voyez l'exemple sur l'Afrique, justement, qui a pris un certain nombre, le continent africain, qui a pris un certain nombre de mesures en faveur du développement du mobile money. Et ces mesures, elles ont porté sur quoi? Elles ont porté sur les systèmes de déclaration, et donc on revient sur notre histoire d'accès au marché. Elles ont porté sur augmenter les seuils de transactions et les soldes limites autorisés pour le mobile money, essentiellement. Elles ont porté également sur une politique de frais, donc la réglementation est venue abaisser les frais applicables à ce type de transaction pour en permettre le développement. Et vous retrouvez les questions d'onboarding et de connaissance client, donc de vérification d'identité, où on a permis dans un certain nombre de pays plus de flexibilité sur les modalités mises en œuvre pour l'identification. Donc, ça rejoint vraiment ce qu'on se disait. Et je mettais un autre exemple dans ce sens-là, également par la BCAO, où là aussi, il y a eu des mesures qui ont été prises, et c'est effectivement sur la réglementation, où on retrouve les mêmes critères qui sont destinés à favoriser le développement du mobile money. Donc, dès lors que la réglementation prend une approche proportionnelle au risque, elle n'est plus un frein, mais elle va permettre un développement, au contraire, des solutions de mobile money, parce qu'elle va être vraiment adaptée aux besoins et au contexte spécifique local. Il faut aussi que cette approche, elle ne soit pas limitée à un corps de règles. On l'a illustré avec le Covid, je l'ai illustré quand j'ai donné 6 exemples de réglementations différentes. Bien là aussi, si on veut favoriser le mobile money, ce n'est pas en bougeant simplement une réglementation que ça se fait, mais c'est en adaptant différents points réglementaires en parallèle, 3, 4, 5, qu'on arrive à créer un écosystème qui favorise le développement. Et enfin, quand on va mettre en place ce genre de solution, eh bien, il va falloir prévoir un accompagnement juridique qui va justement intégrer l'ensemble de ces dispositions réglementaires complémentaires. Alors, merci Cathy Rosalie, je vous invite à rester avec nous. Et sans plus tarder, je pense qu'on va démarrer le panel. Donc, je demande à Monsieur Bamba Habib de revenir avec nous. Je pense que vous n'avez pas changé de titre. Je vais quand même le rappeler entre le début d'après-midi. Vous êtes directeur de la transformation du digital et des médias à Orange Côte d'Ivoire. Donc, je vous redonne la main. Allô. Rebonsoir à tous. Je suis à nouveau pour ce second panel, transformer l'argent mobile en puissant moteur d'inclusion financière. Sans plus attendre, je vais déjà appeler le